Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo du MOOC sur la gynécologie bovine GynBov. Et donc, on est toujours dans dans le tout premier chapitre, le tout premier module de GynBov qui est dédié à l'étude des prérequis. Et là, on s'est arrêté sur la deuxième partie de ce module où on va traiter ensemble la physiologie sexuelle chez la vache. Et donc, pour ce faire, on a divisé cette partie en premièrement une introduction sur le cycle œstral chez la vache. Ensuite, on a divisé le cycle en deux grandes phases, qui est la phase folliculaire et la phase lutéale, avec bien sûr entre les deux, on va parler un petit peu du mécanisme d'ovulation. Et enfin, on va finir par la régulation hormonale du cycle œstral. Et donc, on commence par le cycle œstral chez la vache. Et il faut noter que la vache, c'est une espèce polyœstrienne et continue à ovulation spontanée, c'est-à-dire que les cycles sont sans interruption et se succèdent tout au long de l'année. Le cycle œstral chez la vache, il a une durée d'environ 21 jours avec une fourchette qui va de 17 à 24 jours et elle vise à préparer le tractus reproducteur pour l'ostrus et l'ovulation. Et donc, le cycle, il se divise en 4 phases distinctes, chacune étant caractérisée par des événements spécifiques qu'on va voir tout au long de cette capsule et qui vont se dérouler sur une certaine période de jours. Et donc, comme vous le voyez dans le schéma, qui représente un petit peu le cycle œstral avec ces 4 phases. Et donc, on commence par l'ostrus qui dure de J0 à J1, ensuite le métaostrus qui dure de J1 à J5, et puis le diostrus de J5 à J18, et enfin le prostrus de J18 à J21. Et donc là, on va voir chaque phase. Et on va commencer par la phase de l'ostrus. Donc c'est une phase d'une durée moyenne de 18 à 24 jours. Elle est marquée par l'apparition des chaleurs. Au cours de cette phase, on a le follicule de De Graaf, qui est le follicule mûr précurseur du follicule ovulatoire, qui va libérer des oestrogènes. Et donc, on va avoir une concentration élevée en oestrogènes qui vont atteindre bien sûr un seuil et donc induire une rétroaction positive sur l'hypothalamus et l'antéhypophyse pour l'augmentation de la concentration de la LH qui est l'hormone lutéinisante. On va avoir un pic préovulatoire de LH. Le signe primaire et majeur du comportement d'ostrus, c'est bien sûr l'acceptation du chevauchement. Concernant l'utérus dans cette phase, on assiste à une motilité utérine qui est élevée. Le comportement d'ostrus va aussi coïncider avec des niveaux qui sont bien sûr bas de progestérone. Ici, ce profil endocrinien va induire également des changements dans le tractus reproducteur et donc conduire à des signes secondaires d'ostrus, comprenant bien sûr la présence d'écoulement vaginal qui est clair, un œdème vulvaire, une hyperémie vaginale. On a aussi l'augmentation du tonus utérin et une activité physique qui est accrue, en plus de mugissement. Passons au métaostrus qui dure de J1 à J5. Pendant cette phase, le follicule mûr va libérer l'ovule en réponse à un pic de LH et donc ceci va induire l'ovulation qui est environ 10 à 12 heures après la fin de l'ostrus. On aura aussi le corps jaune qui se forme à partir du follicule restant et qui commence à produire la progestérone. Et donc, on va avoir un taux qui est diminué en oestrogène. Par rapport à l'utérus, dans cette phase, on assiste à une diminution des contractions.
Donc, le diœstrus, à son tour, il correspond à la phase d'activité du corps jaune. Donc, le corps jaune va continuer à croître et à fonctionner donc, pleinement jusqu'à environ le 10e jour pour sécréter des niveaux qui sont élevés de progestérone et donc inhiber la libération de LH. Donc, cette phase, elle est caractérisée par cette relative inactivité ovarienne à l'exception du corps jaune fonctionnel et donc empêcher la maturation des follicules et l'ovulation. Donc, l'utérus, dans cette phase à son tour, il n'y a pas de contraction. Et enfin, le prostrus, donc c'est une phase qui prépare la vache à un nouvel ostrus. Dans cette phase, la progestérone va chuter à un niveau basal et entraîner une régression qui est rapide du corps jaune. Donc, on aura aussi un nouveau follicule dominant qui va émerger et libérer des oestrogènes en croissance. Donc, c'est une phase folliculaire pendant laquelle une ou plusieurs vagues de follicules vont croître et par la suite dégénérer. Et donc, avec la diminution de la progestérone et l'augmentation des oestrogènes, l'ostrus va se déclencher pour marquer le début d'un nouveau cycle reproductif. Donc, pour ce qui est le reste du tractus génital dans cette phase, on assiste à une augmentation de la vascularisation. Donc, en général, on peut diviser le cycle austral de la vache en deux grandes phases qui sont la phase folliculaire et la phase lutéale. Et donc, on commence par la phase folliculaire, qui va regrouper le pro-ostrus avec l'ostrus et qui occupe environ 20% du cycle austral. Donc, cette phase, elle est caractérisée par la présence de follicules. Donc, elle marque la fin de la maturation folliculaire. Elle est caractérisée par la maturation d'un gros follicule en croissance qui aboutit à l'ovulation qui a lieu normalement environ 12 heures après la fin de l'ostrus. Donc, le développement de ce follicule, il se déroule en phase de croissance et de régression dans le cadre de ce qu'on appelle des vagues folliculaires ou des vagues de croissance. Donc, l'hormone dominante, bien évidemment, dans cette phase, c'est les oestrogènes, donc compte tenu de la présence de follicules. Donc, ensuite, la deuxième phase, c'est la phase lutéale qui va regrouper le métaostrus avec le diœstrus et qui occupe environ 80% du cycle. Donc, elle est marquée par la présence de corps jaune, donc qui est un tissu sécrétoire issu de la maturation du follicule, qui va s'installer bien sûr dans la zone d'ovulation de l'ovaire. Donc, après une certaine période de développement de 3 à 4 jours, il va se maintenir pendant une dizaine de jours, puis régresser sous 24 à 48 heures en absence de fécondation. Donc, dans cette phase, l'hormone dominante, c'est la progestérone. Donc, pour parler de la phase folliculaire dans un premier lieu et de tout ça, il est important de faire un petit rappel sur l'ovogénèse ainsi que la folliculogénèse. Et donc ici, c'est un schéma qui représente les étapes de l'ovogénèse. Donc l'ovogénèse, elle se déroule en 3 grandes étapes. Donc déjà, l'ovogénèse, c'est l'ensemble de processus qui président à la formation et au développement des gamètes femelles ou ovules qui sont bien sûr aptes à être fécondés par les spermatozoïdes. Et donc, on a les étapes depuis l'apparition des ovogonies jusqu'à la formation d'ovocytes qui est inclus à l'intérieur des follicules primordiaux. Et donc, il faut noter que les ovocytes ou la croissance de l'ovocyte, elle est concomitante de celle du follicule qui le contient puisque l'ovocyte réside à l'intérieur des follicules primordiaux. Et donc, la première phase, c'est la phase de multiplication. Elle se fait chez l'embryon ainsi que le fœtus. On a les cellules germinales primaires qu'on a appelées ici les gonocytes qui se transforment en ovogonies. Et il y a aussi la transformation des ovogonies ou des cellules primordiales en des ovocytes en prophase 1. Donc, de ce fait, on aura le stock gamétique femelle qui est constitué dès la naissance
ou quelque peu après. Et donc, ces follicules primordiaux vont constituer le pool de réserve qui va diminuer petit à petit en parallèle avec le déroulement de la vie reproductive. Donc, ensuite, on a la phase de croissance qui se fait chez l'adulte. Elle commence en fait dès la vie fœtale, mais de façon irrégulière et incomplète. Donc, dans cette phase qui est la phase de croissance, donc l'ovocyte qui est bloqué toujours en prophase 1, qui va augmenter de taille et de volume jusqu'à atteindre bien sûr son plein développement et une maturation complète au moment de l'ovulation à partir de la puberté. Et enfin, la dernière phase qui est la phase de maturation où on a bien sûr l'ovocyte 1 qui se divise en premier globule polaire ainsi que l'ovocyte en métaphase 2. Ainsi, ensuite, si on a une fécondation, on aura une deuxième division de l'ovocyte 2 en deuxième globule polaire et en ovule. Passons maintenant à la folliculogénèse. Donc, les follicules primordiaux se forment dès le développement fœtal, comme je viens de dire, et vont comprendre cet ovocyte primaire qui est entouré d'une couche d'épitéliocytes plats et peu différenciés. Donc, les follicules primaires sont structurellement similaires aux follicules primordiaux, mais les épitéliocytes entourant l'ovocyte acquièrent une forme cubique et donc dispersés près de la surface de l'ovaire. Ensuite, on a les follicules secondaires, donc qui se caractérisent par plusieurs couches d'épitéliocytes, donc avec bien sûr l'apparition de cette couche externe d'épitéliocytes qu'on appelle la thèque. Donc, par la suite, on a les follicules tertiaires, donc qui possèdent une cavité centrale appelée l'antrome. Cette cavité-là est formée par l'exsudation d'un liquide intercellulaire qui grossit progressivement jusqu'à ce que le follicule soit visible à l'œil nu. Donc, on a aussi la corona radiata qui est une membrane entourée d'une couche d'épitéliocytes qui entoure l'ovocyte en contact avec lui. Donc, ces follicules tertiaires, on va avoir de nombreux follicules tertiaires qui vont dégénérer, mais certains, bien sûr, vont évoluer pour donner des follicules préovulatoires ou les follicules de De Graaf, généralement un seul par ostrus. Donc, les follicules de De Graaf se caractérisent par une augmentation de volume, un amincissement de la thèque et une régression de la vascularisation. Et donc, en fin de maturation, ils vont se rompre pour libérer l'ovocyte lors de l'ovulation pour enfin donner et se transformer en corps jaune. Donc, toujours dans la folliculogénèse, donc, on va parler de la vague folliculaire. Donc ici, c'est ce que je viens d'expliquer, la transformation des follicules primordiaux jusqu'à les follicules tertiaires. Donc, c'est ce qu'on appelle la folliculogénèse basale. Maintenant, on va voir la folliculogénèse qui est terminale et qui se fait en 3 phases qui sont dans le cadre d'une vague folliculaire. Ces 3 phases sont le recrutement, la sélection et dominance, et puis l'ovulation. Donc, le recrutement, c'est l'entrée en croissance terminale d'un groupe de follicules qui sont gonado-dépendants. Donc, à ce niveau-là, on a plusieurs follicules qui sont recrutés et leur croissance va devenir gonado-dépendante sous l'influence de la FSH. Ensuite, on a la phase de la sélection. Donc, avant la dominance, la sélection, c'est l'émergence parmi les follicules recrutés d'un follicule ovulatoire, donc qui va devenir bien sûr dominant, croissant jusqu'à atteindre le diamètre correspondant. Donc, à ce niveau-là, on a une diminution de la FSH et une augmentation de la production d'inhibine par le follicule sélectionné. Donc ensuite, on a la dominance où ce follicule dominant va exercer une dominance, cette fois-ci morphologique et fonctionnelle, où il va inhiber la croissance des autres follicules via la production de l'inhibine. Ensuite, on va voir le mécanisme d'ovulation quand
qu'on a déjà vu dans la partie anatomie des ovaires. Donc là, c'est en fait un résumé de tout ce que je viens de dire concernant, bien sûr, le follicule et sa transformation en corps jaune. Donc ensuite, pour la phase lutéale qui débute juste après l'ovulation, donc le follicule rompu, il est le siège de remaniement histologique et biochimique qui vont aboutir à la formation du tissu lutéal. Et donc cette phase se déroule sous trois parties. Donc la première partie ou la première étape, c'est la formation du corps jaune déjà, qui va se composer de deux types de cellules lutéales avec des déterminismes de sécrétion de progestérone qui sont différents. Donc on a dans un premier lieu les petites cellules lutéales qui sont issues des cellules de la TEC et qui dépendent totalement de la LH pour leur sécrétion. Donc c'est une sécrétion de progestérone LH dépendante. Et on a les grandes cellules lutéales qui sont issues des cellules de la granulosa et qui ont une sécrétion de progestérone qui est indépendante des variations de LH. Et ils vont synthétiser l'ocytocine qui joue un rôle aussi dans la dernière étape qui est la lutéolyse. La deuxième étape, c'est la phase de maintien du corps jaune, donc où on n'a pas vraiment d'événements. Après, on a la lyse du corps jaune, ce qu'on appelle la lutéolyse, donc qui est régulée par deux systèmes complémentaires. Donc, dans un premier lieu, on a les oestrogènes synthétisés par le follicule dominant et on a aussi l'ocytocine lutéale que je viens de mentionner. Et donc, les oestrogènes du follicule de degré vont favoriser la synthèse des récepteurs à l'ocytocine sur l'endomètre pour renforcer la lutéolyse qui est initiée par la production accrue de la prostaglandine. Donc en absence de fertilisation, le corps jaune va régresser et les cellules du corps jaune bien sûr vont dégénérer pour devenir et se transformer en corps blanc. Donc passons maintenant à la régulation hormonale du cycle œstral. Et donc on a la régulation hormonale qui ne se fait pas seulement par les hormones synthétisées par l'appareil reproducteur, mais aussi il y a bien sûr la régulation par l'adénohypophyse et l'hypothalamus, tout en synthétisant la LH, la FSH, mais aussi la GnRH. Donc on va voir ça plus en détail et on commence par l'étude des hormones ovariennes, notamment les oestrogènes et la progestérone. Et donc les oestrogènes, ils sont produits bien sûr par le follicule de Graaff. C'est eux qui déclenchent le comportement d'oestrus et préparent bien sûr les génisses prépubères ainsi que les vaches postpartum à l'activité sexuelle. Et donc les oestrogènes initient le développement de l'utérus, tandis que la progestérone le complète. Donc, un niveau élevé d'oestrogène équivaut à une rétroaction positive pour le pic de LH crucial pour l'ovulation. Et on a aussi les oestrogènes qui vont favoriser et augmenter les contractions utérines, ainsi que la sécrétion du mucus vaginal, bien évidemment. Pour le développement mammaire, donc on a les oestrogènes qui vont venir favoriser la croissance des canaux. Ensuite, la progestérone, qui est produite par le corps jaune après l'ovulation, bien sûr, elle régule le cycle œstral et contribue aussi à la mise en place et le maintien de la gestation. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone de gestation. Donc, elle influence la croissance folliculaire en agissant localement au niveau de l'ovaire et en exerçant un effet feedback négatif sur la libération de LH. Donc, la progestérone a aussi un effet apaisant sur l'utérus tout en prévenant toute contraction susceptible de perturber une éventuelle gestation. Et aussi, elle inhibe le développement ultérieur des follicules et la sécrétion d'oestrogènes, bien évidemment. Concernant le développement mammaire, cette fois-ci, on a la progestérone qui va venir pour
favoriser le développement des alvéoles sécrétoires de lait. Donc, on a le fécondé qui nécessite un utérus qui est préparé à la fois par les oestrogènes et la progestérone pour l'implantation et la survie. Et donc, le développement complet de la glande, et on a le développement complet de la glande mammaire qui dépend des actions conjointes des oestrogènes et de la progestérone. Donc, en résumé, les oestrogènes initient les événements, tandis que la progestérone les calme en quelque sorte pour contribuer ainsi à un environnement qui est propice à une éventuelle gestation et lactation. Donc, on a aussi d'autres hormones synthétisées par l'ovaire, notamment l'inhibine qui est produite par les cellules granulaires en réponse à la sécrétion de la FSH et elle a l'action d'inhiber la sécrétion de la FSH. Donc, ensuite, on a la relaxine qui est synthétisée par le corps jaune en réponse à la production d'ACTH. En fin de gestation, son action, en fait, c'est de relâcher le col de l'utérus et des ligaments pelviens pour préparer la vache au vélage. Donc, ensuite, on a l'ocytocine, qui n'est pas synthétisée seulement par l'hypophyse, mais aussi par le corps jaune, mais en petite quantité. Donc, l'action de l'ocytocine réside dans le fait de la libération du lait, ainsi que la stimulation des contractions utérines, mais aussi en collaboration avec les oestrogènes, elle induit la production de la prostaglandine pour entraîner ensuite la régression du corps jaune. Donc, voici le schéma simplifié de la régulation hormonale du cycle austral selon Joly. Donc, la production des hormones ovariennes, elle est régulée aussi par les hormones gonadotropes de l'hypophyse antérieure, qui sont la FSH et la LH. Donc, la FSH va stimuler la croissance et le développement des follicules de De Graaf, ainsi que la production ensuite des oestrogènes. La LH, à son tour, va provoquer la rupture du follicule et la formation du corps jaune. Et donc, on a la LH qui joue en faveur du corps jaune et la FSH qui joue en faveur du follicule. L'adénohypophyse, c'est la principale glande endocrine qui contrôle les organes reproducteurs, tout en produisant donc ces deux hormones qui sont régulées bien sûr par la rétroaction des stéroïdes sexuels par l'hypothalamus empêchant la sécrétion de la GnRH. La progestérone, à son tour, donc, va exercer un rétrocontrôle négatif sur la GnRH et la LH, induisant l'atrésie des follicules matures et empêchant de nouvelles ovulations. Donc, en absence de gestation, la sécrétion de prostaglandine F2-alpha par l'endomètre va induire la lutéolyse et ainsi la chute de la progestéronémie. Et donc, on a aussi la disparition du rétrocontrôle négatif sur la GnRH qui va entraîner une augmentation de la sécrétion de LH pour favoriser bien sûr la maturation du follicule dominant. On a aussi les oestrogènes qui est sécrété par le follicule dominant, exerce un rétrocontrôle positif, cette fois-ci sur la GnRH, pour augmenter la fréquence des pics de GnRH, mais aussi de LH jusqu'à l'ovulation. Donc, fin de cette capsule vidéo. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule où on va savoir réaliser un examen gynécologique qui est complet et aussi on va découvrir les différentes techniques de diagnostic qui existent.